Bonjour à tous, nous sommes sur la seconde partie de cette communication réseau en C#. On avait vu le protocole TCP en première partie et on va voir l'autre protocole qui est non connecté, comme je l'avais dit précédemment, dans cette séance. Donc j'ai déjà préparé les projets, j'ai déjà créé les projets, laissé du code de base, puisqu'on va reprendre un petit peu la même base qu'on avait dans la séance précédente. Et on va bien sûr écrire le code. On aura un peu moins de code, puisqu'on ne va pas gérer de connexion ici, et on va identifier tout simplement les différents clients par rapport à un numéro qu'ils auront, par rapport à l'adresse en tout cas avec laquelle ils vont communiquer, ce qui permettra en tout cas de les distinguer les uns des autres, puisque le but bien sûr n'est pas d'identifier ces derniers via des connexions, parce qu'ils ne se connectent pas au serveur. On va commencer par l'écriture du serveur, on passera au client par la suite, donc vous voyez un même code, hein, rien de bien nouveau ici, et on va composer avec les différentes parties qu'il nous faut. On ne va pas utiliser bien sûr TCP client, on va pas avoir les mêmes, en tout cas les mêmes objets, les mêmes classes qu'on va manipuler, puisque ici on va travailler avec UDP et on va donc avoir tout ce qu'il faut ici. Je vais utiliser d'ailleurs tout ce qui est gestion de ressources automatique, comme on a un peu moins de code à écrire, comme on l'avait un petit peu moins fait on va dire dans la séance précédente. Donc on va pouvoir le faire davantage ici. On y va. On commence déjà par start sync, commencer par celle-ci, et on va préparer un client ici, puisqu'on va communiquer bien sûr avec ce dernier. Donc attention, même si on est sur le fichier du serveur, le programme du serveur, oui, on a besoin de créer ici un client avec ce protocole-là. On va instancier en passant le numéro de port, qui va permettre d'écouter sur ce dernier, parce que même s'il n'y a pas de connexion, on doit bien sûr être sur le même port d'écoute, très important, pour assurer en tout cas la communication. Et ensuite, indiquer que le serveur est démarré. Bon, ça tient en quelques lignes, hein. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand chose ici. On va déjà regarder l'exécution pour tout ça, ce que ça nous donne. Et on aura comme ça ce qui est en route. Donc voilà, serveur UDP démarré, pas de problème. On a des avertissements évidemment qu'on n'aura pas plus tard. Donc tout va bien de ce côté-ci. Alors là, bon, un code qui va être quasiment identique également à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On va voir la boucle d'exécution. Et ensuite, on va pas travailler encore une fois avec un client TCP, puisqu'on n'est pas du tout sur ce même type. Mais ici, on va simplement en fait attendre un résultat. D'accord ? Comme il n'y a pas de système de connexion où on attend des connexions éventuelles et qu'ensuite on les accepte, eh bien on va simplement utiliser une autre classe de C# qui est UDP Receive Result. Et c'est elle en fait qui va faire tout le système pour récupérer en fait les paquets et pouvoir ensuite bien sûr bien afficher des messages, envoyer des différents messages bien sûr entre le client et le serveur. Wait client, on va appeler receive en version asynchrone, donc async, pour pouvoir bien sûr attendre quelque chose d'un éventuel client. Ensuite, ça c'était pas nouveau non plus, on va démarrer la tâche qu'il nous faut en passant par une méthode. Je vais mettre le même nom que la dernière fois et lui passer par contre result, puisqu'ici ce n'est pas un client qui est enregistré. On a terminé pour cette méthode, donc c'est allé relativement vite. On y va pour la suite, toujours asynchrone, ça envoie toujours une tâche handle client sync de ce type là, et on va bien sûr ici cette fois-ci beaucoup de différences, avec moins de choses à écrire, comme vous allez le voir, puisqu'on va travailler directement en fait avec ceci. Alors ça, c'est bien que vous le voyez, on va obtenir donc quelques informations, on n'en aura pas beaucoup. On va avoir éventuellement s'il y a un tampon, donc c'est-à-dire s'il y a des données qui ont été bien sûr attachées à ça, et on va aussi avoir ce qu'on appelle un remote endpoint, c'est-à-dire de savoir en fait l'origine finalement d'où vient le paquet qui a été reçu. Ça permettra bien sûr de distinguer différents clients. Donc on se servira de cette information pour savoir de quel client provient le message qu'on a reçu. Donc ici ce qu'on va faire, on va déclarer une chaîne pour le message reçu du client. Toujours travailler avec l'encodage UTF-8. Et on récupère la chaîne à partir de result, le fameux tampon dont je vous disais, qui est une propriété ici de cette classe. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à l'afficher. Et pour ça, parce que je vous avais dit, on n'a pas ici d'identifiant, on n'a pas enregistré les clients parce qu'ils ne sont pas connectés. On va simplement passer par result, toujours pareil,
Et on a ici une propriété remote, non pas remove, endpoint. Donc on aura en fait l'adresse IP, un numéro d'identification qui sera donc unique pour chaque client. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir les distinguer. Et ici, on affichera le message. Voilà, très simplement, on pourrait améliorer ça bien sûr pour que ce soit plus sympa visuellement. Mais pour ce que je vous montre dans les vidéos, ça ira très bien. Ensuite, même si c'est inutile, pareil comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est juste pour voir que ça marche de manière bidirectionnelle. On va préparer un message pour le client. Et on va bien sûr faire en sorte de travailler avec des octets pour l'envoi. Client bytes, on va pouvoir passer directement en UTF-8 aussi. Donc toujours l'inverse, encore une fois, vous voyez, get string, get bytes, on fait toujours dans ce sens-là. Et ça depuis le message que je mets en groupe de variables, voilà, c'est to client et pas l'autre. Sinon on aurait quelques problèmes. Et enfin, on fait en sorte de pouvoir établir donc la communication entre les deux, donc on crée un client aussi. Connexion UDP, voilà, et on n'a plus qu'à lancer le traitement. Donc on voyait bien sûr de manière asynchrone le tout, comme on l'avait vu aussi avec l'autre protocole, toujours les mêmes méthodes qu'on utilise à chaque fois ici. Il nous faut donc les octets, ok. Ensuite la même chose mais pour passer la longueur, et ensuite on va passer cette information, ça permettra d'avoir notamment le numéro, comme je vous disais, d'identification, pour distinguer chacun des clients. Et normalement cette partie est finie. On devrait avoir tout qui est bon de ce côté là. Donc je peux lancer le serveur, voir s'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai écrit. Pour le moment ça a l'air ok. Donc le serveur est démarré, on va écrire le client et après on exécutera pour voir si on arrive à bien établir une communication et ensuite envoyer des messages à ce dernier. Au niveau du client, bon, numéro d'hôte, numéro de port, enfin pas numéro mais plutôt l'hôte en lui-même, numéro de port. Et on va avoir quelques petites différences, pas grand chose non plus, mais on pourra comme ça ensuite faire la connexion. Déjà, on prépare ce qui va permettre la connexion. C'est ça qui fait finalement tout le reste, toutes les fonctionnalités qui fait tout marcher. C'est bizarre qu'ils se mettent pas en... Peut-être parce que j'ai pas mis de nom de variable. Voilà, je me dis aussi, il y a un truc bizarre. Ok. Ensuite, donc ça pas rien, pas besoin de faire de clause, encore une fois, je rappelle, c'est révision, si je mets un using ici, c'est pour pouvoir gérer les ressources automatiquement, donc qu'elles soient en fait disposées, comme on dit, elles implémentent l'interface adéquate, et donc pas besoin à la fin de faire un close pour fermer en fait ce dernier, la connexion, tout est fait automatiquement. Donc nous, on va avoir besoin de l'adresse, donc on va passer par le type IP address, on va appeler ça comme ça, très très recherché comme nom. Et à partir de ça, nous avons une méthode statique qui est parse, et on va donc parser, analyser l'autre qu'on a ici. Parce que c'est une chaîne de caractères et qu'ici on a besoin d'autre chose, on a besoin de ce type-là. Et on n'est pas sur du any comme on avait pu le faire notamment avec la séance précédente. Donc on a besoin d'analyser en fait pour qu'on ait le bon format pour que ce soit tout simplement compatible. Ensuite il nous faut, justement c'est ça qui va nous permettre de communiquer, donc le IP endpoint qui est le fameux, donc chaque fois je vais mettre remove, c'est voilà ce dernier, le remote endpoint, qui est donc l'identificateur qui va nous servir. Et ici on lui passe l'adresse qu'on a obtenue cette fois-ci et le numéro de port, donc notre constante, et normalement les informations devraient être bonnes. On n'a plus qu'à écrire notre boucle principale et on va entamer la communication. Donc on revient avec ce qu'on a fait précédemment. Je crois que même dans la séance précédente j'avais dû mettre un write line, donc évidemment write pour éviter le retour à la ligne. Hop. Capturer éventuellement un message. Alors je vais mettre message to server. Hop. On va quand même mettre des noms un peu plus explicites. On tente en tout cas de lire quelque chose au clavier. Et bien sûr, si tout ça n'est pas nul, on va pouvoir bien sûr traiter et faire tout l'envoi. Comme je l'avais fait précédemment aussi, si jamais on a mis une petite commande exit, c'est pas obligatoire mais c'est toujours sympa à avoir.
on quittera la boucle. Voilà. Comme ça on peut quitter proprement le client plutôt que de faire un CTRL-C. On aurait même pu faire la même chose côté serveur d'ailleurs. C'est vrai que je ne vous l'ai pas écrit pour le serveur, mais vous pourriez tout à fait faire ça, bien évidemment. D'avoir un prompt, même si on n'en avait pas sur le serveur ne fait que répondre finalement au client. Mais il pourrait tout à fait aussi avoir un prompt qui demande une saisie au clavier. Et par la suite, de pouvoir avoir des commandes qui permettent notamment de quitter proprement. Ou en tout cas quitter autrement que de passer par un raccourci clavier ou de fermer la fenêtre. On va faire ça, donc on a cette partie. Bon, maintenant on n'a plus qu'à préparer les données. Donc, les octets, donc à nouveau, ce qu'on a déjà fait plein de fois, UTF-8, getBytes à partir du message. Il s'agit de ne pas se tromper de variable, sinon on va avoir des choses bizarres. Ça c'est bon. On envoie. Donc à nouveau, ce qu'on avait vu. Donc il nous faut la longueur et ensuite le fameux remote. Voilà. C'est ça qui va être utile pour avoir l'identifiant. Ça c'est bon. Il nous faut maintenant récupérer éventuellement un paquet. Donc on utilise à nouveau cette classe, rappelez-vous. Result. Ici on n'a pas de réception autrement. Donc on récupère ça comme ça. On va faire receive a sync. Ça, s'il y a quelque chose qui communique ici et qui est reçu, on le récupère dans result. Et ensuite on n'a plus qu'à tout simplement changer ça. Message from server. On encode. Et on récupère bien sûr une chaîne à partir de ce dernier son. Voilà, le tampon de lecture, enfin le tampon en tout cas des données, qui est ici, buffer. Et enfin, on n'a plus qu'à message. Donc c'est un message du serveur. On va mettre juste ça comme ça. Et normalement, ça devrait être OK. Ces exceptions, j'avais écrit en amont. Les ressources, encore une fois, sont gérées automatiquement, donc pas de problème. Le client, pas besoin de faire nouveau de close. C'est géré tout seul. Bien. Alors, on a notre serveur qui était déjà en route. On va compiler, exécuter le client pour voir si c'est bon. Donc là, il n'y a pas eu d'erreur pour le moment. Donc vous voyez, il n'y a pas d'état de connexion à quoi que ce soit. Encore une fois, UDPI, c'est non connecté. Donc c'est différent. Et alors, je vais en connecter un autre aussi. Notre client, on va faire déjà les deux. Enfin, connecté. De façon pareille, je veux dire, on se lie au serveur plutôt. Voilà. Et normalement, on doit pouvoir communiquer avec le serveur directement. Donc voilà, pas d'état de connexion. Donc je vais mettre ce message, hop, donc vous voyez ce qu'on a, l'adresse IP, on a un numéro d'identification, le fameux remote endpoint, qui nous sert ici. Alors c'est en fait tout ça, le remote endpoint, il y a l'IP au début, mais ce qui nous intéresse surtout c'est ça. Alors là, bon, évidemment, je suis sur un réseau local, donc on va la même adresse IP. Imaginez appliquer ce programme cette fois-ci en lançant vos programmes sur différentes machines, vous n'aurez bien sûr pas la même adresse IP. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ceux qui se demanderaient comment ça fonctionne si on veut faire tourner ça sur plusieurs machines différentes. Et c'est exactement pareil, voilà. Une fois que ça marche en local, ça marchera forcément à distance. Simplement, bien sûr, que vous devrez adapter les adresses de connexion. Donc, c'est-à-dire que l'adresse du serveur, ce ne sera pas votre réseau local, ce sera l'adresse de la machine qui fait office de serveur. Et après, bien évidemment, comme quand on travaille toujours avec de la communication réseau, de voir au niveau des pare-feux, au niveau de votre routeur, pour autoriser des connexions, etc. Et si vous ne savez pas faire, je vous renvoie vers les cours Windows ou GNU Linux qui sont sur la chaîne pour paramétrer tout ça, puisqu'il s'agit d'administration réseau. Ok, donc on revient client ici. Donc là on a ce premier. Lui envoie un message aussi et vous voyez qu'ils ont bien un numéro différent. Donc c'est moi, bon ça dit pas qui, mais voilà, vous voyez qu'il a bien le même numéro. Voilà. Donc pour identifier ici, si je fais un /exit, hop, ça quitte tout simplement. Comme ça voilà. Directement l'appareil /exit. Au revoir tout le monde. Et ici, comme ça, on n'a plus que le serveur qui est en route. Petit CTRL-C, terminé. Donc on a tout ceci qui est fonctionnel. Donc je ferme tout parce qu'on en a terminé un petit peu avec ce que je vous ai montré ici. Et on en a terminé aussi avec la communication réseau. Donc on a fait le tour comme ça via deux protocoles. Vous avez vu comment mettre en place tout un modèle qui est basé sur des tâches asynchrones, qui autorise bien sûr une connexion de clients multiples. Donc on peut gérer ça en mode connecté ou en mode non connecté. Et après vous avez comme ça différents outils pour pouvoir envoyer
et recevoir bien sûr des données donc sous forme d'octets, gérer le bon encodage ensuite, puisque nous ce qu'on veut après en console c'est d'avoir ça sous forme textuelle, donc sous forme de chaîne de caractères, et ici avec le bon encodage pour gérer les caractères spéciaux, les emojis, même si vous en avez si bien sûr l'encodage que vous utilisez les prend en charge, c'est enregistré, et dans ce cas-là on a vraiment tout ce qu'il nous faut, que ce soit moderne, que ce soit performant, flexible, asynchrone, etc. etc. Donc j'espère que ça aurait été suffisamment clair pour vous, qu'on aura bien fait le tour un petit peu de tout ça. Encore une fois, vous aurez l'occasion de mettre en pratique ça dans des exercices. Vous avez aussi une possibilité de votre côté d'améliorer, de reprendre du code, de tester. Là c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives comme ça et vous entraîner, vous exercer avec tout ce qu'on a pu voir. On a vu pas mal de classes différentes aussi qui étaient nouvelles. Donc même si je ne suis pas forcément très entré dans le détail dessus, puisque il y avait toutes les informations qui étaient suffisantes par rapport à ce qu'on voulait en faire comme usage. Vous pouvez toujours vous renseigner, de voir un petit peu. Mais au moins ça vous a montré vraiment un bon exemple de mise en abstraction finalement, de quelque chose qu'on a vu qui était plus bas niveau. Quand on a parlé de programmation asynchrone, on a abordé les fils d'exécution, donc les threads, on a abordé les tâches aussi, ce genre de choses. Et là vous voyez qu'on ne fait que réutiliser en fait toutes ces fonctionnalités-là au sein d'autres outils du langage, et comme ça on peut mettre au point ce système de client-serveur asynchrone, assez simplement finalement, il n'y a pas énormément non plus de code à écrire pour gérer, et on peut faire quand même quelque chose de suffisamment sécurisé par rapport à ça. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, pensez à les poser dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt, on va attaquer un nouveau chapitre sur ce cours C#, donc je vous attends pour la suite de cette playlist. Ciao tout le monde.